Ndiaye, donc éducatrice financière, qui va nous dire comment faire justement pour, on va dire, créer de la valeur, on l'a vu, mais faire en sorte que cette valeur soit pérenne. Donc, Mariama, Oui, qu'est-ce qu'une éducation financière? Première question. merci à toutes les panélistes. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, donc merci pour ces belles interventions. Donc, pour répondre à ta question, je dirais plutôt qu'est-ce que l'éducation financière? On peut dire tant bien que mal que c'est l'ensemble des connaissances. Moi, j'ai toujours une définition simple que je donne, hein. C'est l'ensemble des connaissances qu'une personne doit avoir essentiellement pour pouvoir déjà gagner de l'argent, pouvoir le gérer, qui est la principale problématique de beaucoup de personnes ici, et finalement pouvoir investir. Parce que la clé aujourd'hui pour pouvoir être autonome financièrement, c'est l'investissement. Donc, il y a aussi d'autres définitions beaucoup plus poussées, telles que par exemple l'OCDE, qui est l'Institut international en charge de tout ce qui est stratégie d'éducation financière au monde, qui dit que l'éducation financière est le fait de posséder des connaissances financières en la matière, n'est-ce pas, pour pouvoir non seulement gérer ses finances, mais pouvoir également évaluer les risques financiers et surtout aussi utiliser des produits financiers de base pour pouvoir développer son patrimoine sur le court, moyen ou long terme. Donc, on peut tantôt comprendre que l'éducation financière aussi dépend du cycle de vie dans lequel nous sommes. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, l'éducation financière, sa définition est assez globale. Ça peut différer d'un particulier, ça peut différer aussi pour un entrepreneur, ça peut différer pour un dirigeant d'une grande multinationale, etc. Tout étant que la principale résultante sera, n'est-ce pas, de pouvoir prendre le contrôle de ses finances, pouvoir fixer des objectifs financiers et pouvoir les atteindre. Donc, mettre des stratégies en place pour pouvoir atteindre ces objectifs financiers. Ok, d'accord. Donc, après cette partie définition, pourquoi est-il important de mettre en place une éducation financière dans une entreprise? Donc, essentiellement une entreprise agricole dans Oui, c'est notre... très important de mettre en place une éducation financière parce que je crois que peut-être beaucoup de personnes, d'ailleurs, mais les panélistes sont des chefs d'entreprise. Et je crois que quand nous tous, nous avons commencé, nous avons fait face à beaucoup de problèmes en matière de finances. Déjà, il y a cette manie en Afrique de ne pas pouvoir distinguer nos finances personnelles des finances de l'entreprise, ce qui fait que beaucoup d'entreprises, même avant, on dit, j'entends beaucoup de personnes dire que beaucoup de start-up ou bien de petites entreprises meurent dès la première année et c'est un fait et ont été sur le terrain depuis très longtemps, effectivement. Et ça, c'est la première problématique. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que comment nous gérons nos finances personnelles a un fort impact de comment nous allons gérer les finances de l'entreprise. Et dès qu'on n'a pas fait ces distinctions-là, on ne pourra pas assurer la pérennité, voire la viabilité de notre projet d'entreprise ou bien de notre structure. Donc, il est très important pour un dirigeant ou bien pour un chef d'entreprise d'avoir une éducation financière qui lui permettrait déjà de faire cette distinction-là, de pouvoir par lui-même, parce qu'il est assez clair que quand on débute des fois, on commence seul, ce n'est pas le cas de tout le monde, de pouvoir gérer quotidiennement son activité pour pouvoir avoir une visibilité soit hebdomadaire, soit mensuelle, soit trimestrielle, soit semestrielle de son activité en matière de chiffres parce que beaucoup d'entrepreneurs aussi, quand tu leur demandes les chiffres de leur activité, ils ont énormément de problèmes pour pouvoir vraiment déterminer cela et surtout pouvoir avoir des indicateurs après financiers à interpréter pour voir est-ce que notre activité est rentable, est-ce que notre activité génère assez de cash flow, est-ce que notre activité nous permet déjà de payer les charges quotidiennes de l'entreprise et nous permet d'avoir un revenu growth assez intéressant pour pouvoir aller rechercher du financement. Donc, tout dépend du palier sur lequel nous sommes. Mais il est assez clair qu'en tant que dirigeant, l'éducation financière serait le levier qui nous permettrait déjà d'assurer la gestion quotidienne de notre activité, de pouvoir avoir cette visibilité sur le court, moyen et long terme de l'ensemble des facteurs qui permettraient à l'entreprise de se développer et ainsi pouvoir aller rechercher du financement qui est très pertinent pour l'aspect ou bien pour le secteur agricole parce que des fois, ça dépendra également des niches ou bien du secteur sous-jacent sur lesquels on se concentre. Ça peut demander énormément d'investissement. Donc, d'investissement matériel, d'investissement en matière de personnel, d'investissement même en matière de compétences, qui fait qu'aujourd'hui, il faut se préparer à cela. Et l'éducation financière facilite cette voie-là. Ok, d'accord. Donc, ce que je retiens, en fait, c'est que il faut pas confondre le portefeuille de l'entreprise et le portefeuille personnel.
et que c'est cette éducation financière-là qui va justement nous permettre de pouvoir faire le distinguo entre les deux et voilà, d'éviter on va dire, de tuer l'entreprise dès la première année parce que justement, on a vu qu'il y avait une certaine somme dans le compte bancaire. On s'est dit, ça y est, c'est bon, je suis riche, alors que non. Absolument. C'est pas notre, c'est pas notre argent, c'est l'argent de l'entreprise. Et Mhm. que voilà, en fait, c'est vraiment, on va dire, on va dire j'ai envie de dire une des clés essentielles pour Mhm. pouvoir permettre à l'entreprise de pouvoir survivre, en fait. Mhm. Tout à fait. Mm. Maintenant, aujourd'hui, si on se positionne, si on se met à la place, on va dire, d'un propriétaire de ferme traditionnelle, Mhm. donc à quel risque financier il Mhm. s'expose si Mhm. justement il ne met pas en place un cadre réglementaire, on va dire, financier? Mhm. Oui, merci pour cette question. Donc, quand j'écoute cette question, les principaux risques, en tout cas, qui me viennent en tête, sont listés en trois parties. Donc, pour moi, tout d'abord, il y a le risque de marché. Il y a également le risque de crédit ou de contrepartie. Mhm, Également, peut-être, je dirais, le risque de liquidité et le risque opérationnel. Donc, je mhm, m'explique. Aujourd'hui, par exemple, quand je crois que le marché agricole a ses risques et périls. Bon, moi, forcément, je ne suis pas intégrée vraiment dans le secteur, mais je sais que c'est quand même assez risqué, voilà, surtout en matière d'investissement, en matière de coûts. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, et vu que par exemple là, vous parlez de l'aspect commercialisation, donc peut-être industrialisation, du fait que peut-être qu'on va produire des cultures agricoles pour pouvoir soit les transformer et les mettre en vente, soit au Sénégal, en Afrique ou bien à l'international. Il y a mhm, certains risques qui vont venir en exergue, tel que le risque des fois de taux, parce que bien sûr, beaucoup de personnes ne vont pas forcément au début prendre des prêts pour pouvoir investir dans leur activité, alors que d'autres vont peut-être potentiellement privilégier cette voie-là. Et tout le monde sait que des fois, les taux fluctuent à cause de l'économie actuelle des choses. Donc, quand on est en période de récession, quand on est en période soit voilà, de crise, d'inflation, ce qui fait que des fois, les taux qu'on peut négocier quand on prend certains prêts peuvent fluctuer. Voilà, et cela peut avoir un impact considérable peut-être sur la gestion de cette dette-là et peut aussi avoir un effet indirect sur la production de notre activité. Il y a également peut-être, quand il s'agit d'internationalisation ou d'importation de nos produits, le risque de change, parce qu'il y a, quand on parle d'importation, il y a les devises qui vont venir en compte, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir aussi un impact, je peux dire, que l'entrepreneur agricole doit pouvoir prendre en compte quand il s'agira d'élaborer une stratégie, n'est-ce pas, de distribution de ces actifs-là. Et aussi, le risque de matières premières, parce que j'imagine quand même que quand il s'agit d'agriculture ou bien du secteur agricole, selon le type de secteur sur lesquels on va, ou bien de culture sur lesquels on va se lancer, voilà, il y aura certaines matières premières dont on aura besoin. Et j'imagine que, bon, vu que j'ai certains compères qui travaillent dans le secteur, que les prix des fois peuvent être astronomiques et cela peut être dû à plusieurs facteurs externes comme internes, n'est-ce pas, du marché. Donc, ce qui fait que des fois, la production peut se limiter, peut diminuer ou bien peut augmenter, tout dépendra. Donc, je crois que ce sont ces types de risques-là, quand il s'agira du marché, qu'il faut prendre en compte. Maintenant, bien sûr, le risque de crédit, ça rejoindra encore le risque de taux. Donc, il s'agira du crédit parce que beaucoup de gens ont tendance à oublier que, bon, quand on va privilégier les emprunts bancaires pour prendre, n'est-ce pas, voilà, des matériels ou bien des engrais, etc., pour pouvoir lancer son activité, il faut une contrepartie au niveau, donc mettre une garantie au niveau de la banque pour pouvoir avoir cet emprunt-là. Et ça peut poser beaucoup de problèmes parce que quand une personne commence, par exemple, achète un hectare ou bien achète juste un petit champ et tout ça pour pouvoir faire ses activités, tu lui demandes une garantie d'un terrain de peut-être encore plus d'hectares, c'est assez compliqué de pouvoir voir ça. Donc, peut-être ça peut être une limite ou bien un risque que beaucoup d'entrepreneurs doivent prendre en compte et le risque de liquidité. Et ça rejoint ce que Claudia parlait, ce dont Claudia parlait, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont se lancer, vont, voilà,
faire leur activité, vont mettre en place voilà, des produits ou bien vont développer des produits, etc. Mais pour liquider ces produits-là, c'est tout un problème. Toute l'importance d'avoir une stratégie dès le début. Et c'est très important, très pertinent ce qu'elle a dit, dans le sens où, effectivement, même avant de concevoir ces produits-là, de transformer, il faut aller vers le client. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, et que ce n'est pas seulement dans le secteur agricole, hein, ça peut être dans beaucoup d'autres secteurs, se lancent à l'aveuglette. Tout simplement parce qu'on dit ça marche, oui, ça se vend bien, oui, je veux me lancer dans la culture du piment, oui, je veux me lancer dans la culture de la fraise, oui, je veux me lancer dans ça, alors qu'ils ne savent absolument pas comment fonctionne la chaîne de valeur. Et si oui, tu veux te lancer dans ce secteur-là, dans cette culture-là, comment faire pour liquider mes produits? Est-ce que j'ai une connaissance du circuit? Parce qu'aujourd'hui, une entreprise agricole, et je dis entreprise agricole, mais aussi tout type d'entreprise fonctionne sur du cash. Tant qu'on n'a pas de cash, c'est très compliqué en fait de pouvoir déjà gérer quotidiennement l'activité, mais également de pouvoir faire face à nos obligations envers les clients et aussi envers les fournisseurs. Et finalement, peut-être, il y a le risque opérationnel et ça rejoint ce que Mme Mariama Faïkan disait. Des fois, en fait, le fait de recruter des personnes qui ne sont pas compétentes, n'est-ce pas, qui n'ont pas forcément une expérience dans le domaine, peut nous coûter très cher. Et malheureusement, beaucoup de personnes, nous-mêmes que nous avons eu à accompagner, qui investissent dans le secteur de l'agriculture, ils ont eu des expériences très négatives et ça a eu un impact conséquent en matière de finances. Parce que j'ai l'habitude de le dire, quand on essaie aussi d'économiser tout le temps, il ne faut pas inciter à la fausse économie. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit, OK, je vais prendre cette personne-là, il va me coûter moins cher, alors que sur le long terme, il va te coûter plus cher parce que tu es en train de faire du micromanagement. Et encore, il est en train de foutre en l'air ton travail. Et peut-être il est en train de saccager ta réputation. Et beaucoup de personnes, des fois, en matière d'agriculture, ont une réputation à conserver. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec l'alimentation, parce que c'est des produits ou bien voilà, c'est des produits vifs dont les gens ont besoin pour s'alimenter qu'on va utiliser. Donc, des fois, c'est un peu délicat en fait en matière de réputation de laisser certains travail à certaines personnes qui peuvent entacher cette réputation-là. Et finalement, ce qui me vient en tête peut-être, c'est le risque politique parce que des fois aussi, on veut se lancer dans l'agriculture, mais il est important de voir l'aspect réglementaire, hein. Je crois qu'il est assez clair que voilà, il y a certaines limites ou bien il y a certaines lois qui sont là pour tout type de secteur. Et ce qui me vient en tête, peut-être que je n'ai pas prévu, que j'ai oublié de lister, c'est le risque environnemental. Pourquoi? Parce que des fois, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait une invasion de criquets. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, j'avais un oncle qui avait beaucoup d'hectares, je ne sais pas à quelle zone, mais si je ne m'abuse, c'est près de Saint-Louis. Il avait beaucoup d'hectares où il est en train de mettre en œuvre voilà, ces cultures de canne à sucre, etc., et de riz. Mais a été saccagé, en fait. Ravagé. Et Oui, oui. malheureusement, c'est des choses qu'on ne prévoit pas des fois, en fait. Et malheureusement, il a perdu mais beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, Mhm. raison pour laquelle, en résumant tout ça, il est important quand on se lance dans une activité agricole de prendre en compte l'ensemble de ces risques-là, de faire une cartographie des risques, parce que qu'on se le dise ou pas, le risque sera toujours là en matière d'investissement. Maintenant, comment faire aujourd'hui pour atténuer ce risque ou bien pour prévenir ce risque? Et c'est ça la clé en fait de la réussite, je crois. Et comme l'ont si bien dit l'ensemble des intervenantes, chaque personne aujourd'hui ici peut être une personne qui peut vous accompagner, soit à travers son expérience personnelle ou bien à travers ses compétences pour que vous puissiez réussir cet exercice-là. Donc, faites l'effort à chaque fois de faire cette cartographie des risques avant d'investir et de voir comment le prévenir pour pouvoir, n'est-ce pas, vous prémunir et également assurer en fait la viabilité de votre activité. Ok. Parfait. Merci beaucoup, Mariam, en tout cas, pour toutes ces remarques-là qui sont très pertinentes. Moi, ce que je retiens, hein, c'est qu'il y a énormément de risques Mm, dans le secteur agricole. Des risques qui peuvent trouver des solutions dans mm, l'accompagnement mm, et des risques qui peuvent trouver des solutions dans cette cartographie des risques-là, mm, qui va justement permettre de trouver une réponse à mm, chaque type de risque. mm, Et que, in fine, mm, on va dire, la conséquence d'une négligence
face à tous ces risques-là est Mhm. généralement une conséquence financière. Mhm. C'est-à-dire, vous allez investir de l'argent et in fine, vous allez perdre cet argent-là, soit parce que vous n'avez pas su maîtriser les risques, soit parce que vous n'avez pas Mhm. su mettre les bonnes personnes aux bonnes places pour vous accompagner. Donc, Mhm. c'est des choses qu'on voit régulièrement, hein. Nous, la dernière fois, on a eu un client qui a investi des millions justement dans l'acquisition d'arbres, de pieds d'arbres. Mhm. Et Mhm. il s'est retrouvé avec, j'ai même pas envie de dire la moitié, hein, mais c'est beaucoup plus que la moitié, c'est-à-dire quasiment 80% de son investissement qui est parti en fumée Mhm. parce qu'il n'y avait pas le bon suivi Mhm. terrain. Donc, Ok. c'est des choses qu'on rencontre tout le temps et in fine, ça a une conséquence financière, ça a une conséquence également macro. C'est-à-dire aujourd'hui, ça va impacter on va dire le global, les Mhm. revenus générés par Mhm. le secteur Mhm. au niveau national. Donc, tout Mhm. ça pour vous dire en fait qu'il est important, très, très important, Claudia l'a dit tout de suite, hein, que ce soit dans l'agriculture ou bien dans un autre secteur, de se formaliser, de créer une entreprise, de pouvoir avoir accès justement en créant cette entreprise-là aux structures qui vont vous accompagner. Euh, il y a énormément de structures qui subventionnent en fait les cabinets d'accompagnement comme celle de Mariama, comme Agrimage ou je ne sais pas encore Claudia si c'est le cas ou pas, mais il y a cette possibilité-là. Donc, il faut vraiment cibler on va dire, votre activité, que ce soit, oui, la transformation de feuilles de bananier en papier, donc pour être écologique, etc., pour l'emballage, que ce soit dans la mise en place d'une exploitation d'une ferme qui va vous permettre de générer du cash, que ce soit dans la transformation des produits, peu importe le secteur on va dire, la branche que vous aurez choisie sur ce secteur qui est énorme, hyper vaste. Même dans la gestion des déchets, on peut se faire de l'argent. L'idée derrière, c'est de vous formaliser. Après la formalisation, de justement cartographier vos risques par rapport à votre activité, de voir comment vendre, de voir qui recruter et de voir comment gérer votre exploitation dans sa globalité. Voilà. Merci beaucoup, Mariama, en tout cas, pour Oui, tous et ces... juste un petit ajout. Et Uh-huh. j'incite aussi peut-être les entrepreneurs ou bien potentiels entrepreneurs qui vont se lancer dans le domaine d'avoir la culture d'assurer leur activité. Oui, Voilà. Parce que effectivement. je remarque, en tout cas pour les entrepreneurs que nous accompagnons, ils n'ont pas cette culture d'assurer. Et l'assurance, quand même, a pour vocation de minimiser, de vous protéger du risque. Et Les risques. effectivement, nous tous, nous sommes témoins peut-être d'un collaborateur entrepreneur, voilà, qui a eu vraiment une expérience vraiment, vraiment négative ou bien vraiment, voilà, triste. Soit, comme tu l'as si bien dit, le fait d'avoir un entrepôt qui se brûle, d'avoir peut-être voilà, une entreprise où on vole de l'argent, etc., etc. Et l'assurance a pour principale mission d'assurer quand même, d'apporter ce socle, ou bien on va dire cet uniforme de genre-là, pour que quand il y a certains risques qui se réalisent, que vous puissiez quand même récupérer certains de vos investissements. Donc, ayez cette culture quand même d'aller vous renseigner, n'est-ce pas, par rapport aux assurances qui sont proposées pour les chefs d'entreprise. Et de cette manière-là, quand même, pour certains risques, vous pourrez quand même le minimiser, voire même le couvrir quand ça va se réaliser. Exactement, exactement. C'est vraiment important. Et ça rejoint la thématique, hein. C'est-à-dire aujourd'hui, on va dire la compagnie d'assurance, elle va venir voir une personne qui est formalisée pour pouvoir Mhm. l'assurer. Parce que si il n'y a pas ce volet formalisation-là, voilà, le risque serait trop, trop élevé. C'est comme, je sais pas moi, assurer le véhicule d'une personne qui n'a pas le permis de conduire. Donc, Mhm. voilà. Donc, merci beaucoup pour cette précision. C'est important. Nous n'avons vraiment pas la culture de nous assurer. C'est-à-dire, on va assurer que ce qui est obligatoire, Mhm. c'est-à-dire le véhicule. Assurance auto. Même Tout le monde l'assurance vie,
Je viens d'en parler lors d'un atelier. Il y a une Mhm. personne qui m'a dit le nombre d'enquêtes impossibles que j'ai regardées, ça ne m'incite pas forcément à souscrire à une assurance vie, tout simplement parce qu'elle s'est dit que c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ont sont tués. Je lui dis, ça n'a aucun rapport, Effectivement, hein. Ça n'a aucun exact, rapport. Il faut juste exactement. avoir cette On culture de se regarde trop de protéger, films. hein. On C'est regarde trop ça. de films. Donc, vraiment, c'est vrai que c'est un point essentiel qu'on a oublié, mais c'est important de s'assurer, en fait, que ce soit les maisons, les entreprises, voilà, tout ça, c'est important. Ça permet de pallier à un certain niveau de risque, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Merci beaucoup, Je vous en Mariama. prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, la dernière partie, avant de passer à la partie questions-réponses. Donc, comme je vous expliquais, Agrimage, c'est vraiment un cabinet qui accompagne sur toute la chaîne, hein, avec la formation, la préparation à la création de l'entreprise agricole, etc. Donc, on a décidé de mettre en place justement cette formation-là. C'est les bases de l'entrepreneuriat agricole. Donc, ça sera avec des experts, bien évidemment, qui vont venir, donc les experts de Agrimage et des experts externes, qui vont vous donner plus en détail les informations, les clés, les outils pour pouvoir mettre en place justement votre entreprise agricole et pouvoir, on va dire, mieux structurer tout ça et pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, créer votre entreprise qui pourra être pérenne. Donc, on va vous envoyer par mail le lien on va dire le lien d'inscription. Donc, voilà, c'était pour vous parler de ça. Et donc, pour finir, c'est la partie questions-réponses. S'il y a des gens qui ont des questions à poser à Agrimage ou bien à nos panélistes, elles sont encore là, il faut en profiter et voilà. Les micros peuvent être ouverts. Des questions? Bonjour. Bonjour. En fait, je suis désolée, j'ai un peu raté le début, et donc je ne sais pas si vous en avez parlé. D'abord, je m'appelle Marem et l'agro-business commence à m'intéresser et c'est pour ça que je me renseigne par rapport à ça. Vous parlez de formaliser, mais quel type d'entreprise vous préconisez pour quelqu'un qui débutera ou qui débute dans l'agro-business? Ok, donc c'est une question générale ou bien vous adressez la question à une des panélistes? Une question générale, enfin, si que tout le monde peut donner son avis, ce serait bien, mais si quelqu'un peut répondre en particulier, voilà. D'accord, donc moi, on va dire, Euh, euh, Est-ce comme que je j'ai dit pourrais tout à l'heure, oui, allô? oui, 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 tu veux répondre? Vas-y. bon, oui, juste pour lui dire qu'aujourd'hui, peu importe hein, la forme que l'on choisit, puisqu'elle dit qu'elle veut débuter dans l'agrobusiness, si je comprends bien. Mhm, Donc, peu importe la forme choisie, hein, de mhm. toute façon, l'essentiel, c'est de se formaliser. Ça D'accord, dépend. Beaucoup de gens préfèrent une entreprise individuelle. d'accord, Ouais, donc ça, peu importe, hein, il faut juste savoir que pour y arriver, il est indispensable quand même d'avoir certaines choses. Là, bon, tu viens d'en parler, c'est déjà en premier temps la volonté de réussir qui est très, très, très importante. Il faut vraiment être prête à, à supporter les charges d'une chef d'entreprise. Parce d'accord, qu'aujourd'hui, pour tout le monde, hein, comme on dit, tout le monde aujourd'hui peut être fermière, tout le monde peut dire que je vais cultiver, mais c'est pas tout le monde qui peut être aujourd'hui entrepreneur agricole.
Ok. Et moi, pour rajouter, hein, je dirais que malheureusement, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça, c'est le Exact. premier point. Parce Mm, que, je suis d'accord. voilà, j'ai assisté une fois à une rencontre où un des investisseurs expliquait que être entrepreneur, peu importe le secteur, hein, que ce soit dans l'agriculture ou bien dans un autre secteur, être entrepreneur, c'est être prêt à sauter d'un parachute, d'un avion et après chercher le parachute. Oui. C'est ça, un entrepreneur. Donc, il faut être prêt à s'engager, à pas dormir, mais s'engager et ne pas garder, ne pas perdre son objectif de vue. Et si c'est des conseils pour investir dans l'agro-business, tout à l'heure, on a donné un exemple. Même collecter des feuilles de palmier ou bien collecter des feuilles de bananier, les transformer, fait que vous êtes dans la chaîne de valeur agricole. Produire dans son balcon des plants de tomates ou bien de persil ou bien d'oignons verts fait que vous commencez. Vous avez commencé à investir dans le secteur agricole. Vraiment, l'idée, en fait, et ce qui est important, c'est aujourd'hui, on conseille aux gens de se poser d'abord, de savoir ce qu'ils veulent faire. Parce que la personne qui... Bon, ce ne sera pas un bon exemple, parce que moi, j'ai peur des reptiles et je vais sur le terrain. Mais la personne qui a peur des reptiles et qui veut être H24 dans une ferme, on va plutôt lui conseiller de faire de la transformation parce que ça sera plus safe, on va dire, parce que les reptiles font partie du quotidien quand on est dans une exploitation agricole. Choisir déjà dans quelle branche vous voulez vous voulez investir, vous structurer et vous faire accompagner par des gens qui ont, on va dire, des connaissances dans ce domaine-là pour gagner du temps. N'ayez pas peur d'investir dans ces connaissances-là pour gagner du temps. Parce que, comme le disait tout à l'heure Maria Mandiaye, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, OK, d'accord, je ne vais pas trop investir, mais vous avez juste, on va dire, rallonger le délai d'investissement parce que c'est un investissement c'est impossible de le contourner. C'est comme si aujourd'hui, on veut dire qu'on va à un master alors qu'on a le CEP. Je donne un exemple. C'est vraiment ça. Ce sont des choses impératives à faire. Donc voilà. Oui, je voulais juste peut-être ajouter quelque chose. Uh-huh. Moi, personnellement, par rapport au format juridique, je ne suis pas fan de la forme entreprise individuelle, hein. Voilà, parce que je trouve qu'elle est assez limitante, même si c'est la plus simple, voilà, avec laquelle on peut commencer. Donc, peut-être je recommanderais bon, je dis, hein, mais j'essaie de voir aussi, est-ce que ça calque bien avec votre secteur, vu que je ne le maîtrise pas trop. Je pourrais juste dire peut-être d'aller vers le format peut-être GIE, voilà, qui peut être plus intéressant, je crois, si vous vous associez avec d'autres personnes déjà pour minimiser le risque ou bien partager le risque et peut-être avoir Ok. des opportunités d'investissement par rapport aux structures de financement qui peuvent être plus intéressantes. Parce que l'entreprise individuelle, la crédibilité par rapport, en tout cas, à l'accès au financement, sont très, voire inexistantes, en fait. Et c'est absolument D'accord. pas crédible, qu'importe les types d'investisseurs qui voudront injecter en fait des capitaux dans votre structure. Donc, je recommanderais fortement quand même, avant d'aller je ne dis pas que c'est mauvais, hein, il y a ses avantages, hein, mais je privilégie quand même l'aspect la GIE peut-être vraiment pour vous organiser, soit en équipe. Bien sûr, ça suppose encore le choix du partenaire qui est très important à faire, mais bien sûr, Tout je à fait. préfère ça que quand même que l'entreprise individuelle. D'accord. Exactement. Merci D'accord. beaucoup, madame. D'autres Merci à questions? vous et merci pour votre engagement et pour ce... C'est très bien. Merci. Je vous Merci. félicite. OK. Merci, merci. C'est juste pour revenir sur, je crois que c'est Mariama, hein? Allô?
Oui, c'est Donc, Mariama. oui, oui, oui. Non, elle a parfaitement raison. Vous savez, bon, l'association, bon, pour moi, c'est juste une formule souvent. Les gens l'utilisent hein, pour conduire une exploitation agricole parce que, bon, elle a raison. Le choix de gérer son exploitation seul ou avec un ou des associés, bon, c'est un choix. Bon, car, bon, il s'agit de deux modes quand même de fonctionnement qui sont très différents. Surtout, bon, ça dépend sur le plan humain. Vous savez, l'agriculture en général, puisque d'ailleurs, même ton titre le dit, c'est aujourd'hui passé de la paysannerie à l'agriculture moderne. Le paysan est trop proche de sa terre. Donc, en général, les gens qui débutent, qui achètent la terre, préfèrent toujours aller seuls, créer en général une entreprise individuelle. Ça d'ailleurs, pour répondre à la question de la dame, c'est pour ça que je lui ai dit, aujourd'hui, la forme choisie, pour moi, ce n'est pas elle n'est pas très importante. L'essentiel, c'est vraiment de se formaliser, d'être une société agricole pour pouvoir aujourd'hui bénéficier de beaucoup d'avantages. Exactement. En fait, juste pour compléter, hein, c'est qu'aujourd'hui, en fonction de l'objectif, c'est pour ça qu'il est important de se poser et d'avoir ce côté introspection-là, savoir exactement quelle est notre vision, où est-ce qu'on veut emmener notre entreprise et voir en fait la meilleure formule. Parce qu'aujourd'hui, comme disait Mariama, c'est vrai que si par exemple on veut faire une levée de fonds ou bien si on veut demander un crédit bancaire, les sociétés individuelles, c'est mort. Il n'y a pas d'accompagnement, c'est pas possible. Même les SARL, c'est pas possible. C'est SAS, GIE, je pense aussi, et les SA. Maintenant, si aujourd'hui on sait que notre ambition, c'est pas vraiment de lever des fonds et autres parce qu'on a assez de ressources, voilà, on peut tout simplement créer pour un début une SI et progressivement, voilà, il y a toujours l'option de pouvoir changer de forme juridique, etc. Mais voilà, faire progressivement les choses et surtout au préalable, savoir où est-ce qu'on veut aller. On va dire, c'est une des... Yacine, sur ce point, je ne suis pas d'accord. Bon, une société agricole, que ça soit individuelle, bon, SUAR ou une SARL, on est très bien accompagné. Moi, je vois des gens qui sont accompagnés à coût de centaines de millions, alors qu'ils sont des sociétés unipersonnelles dans le secteur agricole. Oui, beaucoup. Et ça, des comme tu dis, ça SASU, je dépend de pense. la vision, ça dépend vraiment de la stratégie, les normes de qualité que tu mets en place, des procédures et que ton entreprise fonctionne. Aujourd'hui, on voit des sociétés, des SAS, comme tu dis, des grandes sociétés, des SA, qui n'ont pas autant de chiffres d'affaires aujourd'hui qu'une société individuelle. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, c'était juste la précision, c'est que généralement, les sociétés individuelles, les banques les accompagnent pas. Parce que moi, j'ai vraiment eu ce Ce retour-là. Et problème. d'ailleurs, moi, ma structure même, on a dû changer justement de forme juridique à cause de ça. Donc, Et je souligne ça sans te couper, en fait, c'est ça le bémol. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on veut faire la migration d'une entreprise individuelle à une société ou bien même à un autre format juridique, à une coopérative ou GIE, etc., il faut supprimer carrément l'entreprise individuelle au niveau du tribunal pour créer en fait une autre structure. Donc, c'est tout un cheminement qui peut être très, voilà, très, entre guillemets, sauf. Raison pour laquelle ce que ma Fatma m'a dit aussi, c'est très pertinent. Tout dépend de ce que vous souhaitez ou bien quelle est votre vision en fait. Si aujourd'hui votre vision c'est d'avoir votre champ, voilà, ou bien vos hectares, voilà, vous recrutez des gens, voilà, et vous préférez gérer ça vous-même, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller sur une entreprise individuelle, voilà, vous n'êtes pas forcément focus associé, etc. Alors que pour d'autres personnes, peut-être, ils ont une vision plus grandiose, voilà, ils veulent aller sur des productions beaucoup plus grandes, voire même miser l'industrialisation. Donc, des fois, en fait, ça peut demander d'avoir des associés parce qu'on ne peut pas faire tout ce travail-là seul. Et aussi, ça peut demander vraiment d'avoir un plan d'expansion qui demanderait voilà, d'avoir des investissements assez
accru. Parce que tout le monde sait que des fois, les matériaux, tout ce qui va avec en matière agricole, ça peut être cher. Donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté. Donc, les deux opinions se valent, mais choisissez clairement et soyez assez clair par rapport à votre vision. Et sur cette base-là, vous saurez quelle voie prendre. Exactement, exactement. Il y a d'autres questions? D'autres questions avant qu'on arrête? Bonsoir tout le monde. Oui, oui, bonsoir. Je m'appelle Elhaj Moussa Batili. Bonjour, Je suis étudiant en licence 2 en agronomie à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. C'est toujours sur la formalisation parce que nous, on a déjà une petite structure, Galsen Taste, et une autre Epicen. Bon, Galsen Taste, on fait de la transformation de produits locaux tels que le moringa, gingembre, bissap, etc. Mais surtout le moringa parce que c'est notre produit phare. En poudre et en jus, etc. Epicen, on fait des épices naturelles. Les ingrédients sont du sel, laurier, tout ça. Genre des trucs carrément naturels, quoi. Pour pallier à, comment dire, l'utilisation des bouillons chimiques, etc. Maintenant, on n'a pas encore fait la formalisation parce qu'on se demandait quelle structuration il faut prendre, GIE, etc. C'est pour cela que tout à l'heure, quand je vous ai entendu parler de ça, je me suis dit, on peut prendre exemple sur nous pour voir. OK. Donc, vous avez deux structures déjà distinctes. Et les deux structures, c'est des activités complètement différentes, c'est ça? Oui, c'est des activités complètement différentes, mais c'est toujours dans le domaine. D'accord. Et vous êtes combien? C'est-à-dire, c'est les mêmes associés dans les deux structures ou bien? Pas carrément, mais bon. Dans la première, Galsentes, on est 6. Et il y a 3 de ces 6-là qui sont dans l'autre structure épicène. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux dissocier comme vous avez déjà entrepris. Maintenant, je vais peut-être parler, je vais vous laisser le choix, mais je vais vous expliquer peut-être quelques avantages liés à telle ou telle forme juridique. OK? D'accord. Donc, il y a la société individuelle. Vous, ça ne peut pas être votre cas parce que vous êtes plus d'une personne par structure. OK? D'accord. Après, il y a la SARL. Vous pouvez prendre cette forme juridique-là. Mais comme on disait tout à l'heure, en fonction de votre objectif, ça sera plus ou moins adapté. La SARL, vous êtes censé payer tout ce qui est genre les impôts dès le début, etc., genre TVA, etc., etc. Faire vos déclarations, etc., en fin d'année et autres. Mais pour les banques et autres, la SARL, c'est comme la SI, en fait. C'est pas vraiment, on va dire, le format le plus prisé. Parce que nous, avant, on avait une SARL et voilà, ça a incité le changement. OK? Il y a la SAS, donc c'est une société anonyme simplifiée. Donc, ça, c'est une forme juridique qui existe depuis pas trop longtemps et qui, justement, l'avantage de la SAS, c'est quoi? C'est que c'est une forme juridique, c'est comme la SA, mais en version simplifiée. C'est-à-dire là où la SA, vous avez plein de déclarations à faire, etc., etc. Vous en aurez autant pour la SAS, mais on va dire la présentation des états financiers, la présentation des choses est simplifiée. C'est-à-dire c'est beaucoup plus simplifié. Donc, et vous avez aussi tout ce qui est GIE. GIE, donc là, il y a beaucoup plus d'avantages, des avantages fiscaux, etc., etc. Donc, c'est à vous de voir un peu. Mais aujourd'hui, en fonction de votre objectif, vous pouvez vous lancer soit dans la SAS, soit dans les GIE,
ou bien dans les SARL, si votre objectif, c'est pas de faire des levées de fonds ou bien des trucs comme ça. D'accord. Donc, voilà un peu les options que je vous recommanderais. Mariama, je ne sais pas si tu as d'autres des précisions à donner par rapport à ça. Bah oui, en fait, ça dépend, hein. Vraiment, je crois que tu as fait le tour. Maintenant, en fait, tout dépendra de votre plan, parce que bon, on a utilisé beaucoup de termes théoriques, hein, de vision, mission, objectif. Mais dans l'aspect technique même carrément, il y a un plan stratégique à élaborer, un plan d'expansion et un plan de financement en fait pour votre structure. Et ça dépendra bien sûr du secteur. Donc aujourd'hui, moi, ma première recommandation serait de savoir par rapport à votre activité, sur quoi en fait, ou sur où est-ce que vous vous voyez concrètement. Est-ce que voilà, par rapport à ce plan de stratégie peut-être de 3, 5, 10 ans, est-ce que voilà, il y a des investissements conséquents à faire? Et sur cette base-là, tant bien que mal, par rapport au statut juridique qui existe, comme elle l'a si bien dit, SA, SAS, SUARL, SARL, GIE, je crois qu'en fait, vous trouverez la meilleure alternative pour commencer. L'essentiel, c'est que, en fait, c'est pas fermé quand vous êtes une société de migrer sur une autre type de société. Mais quand vous êtes une entreprise individuelle et vouloir migrer sur une société, il y a une suppression à faire pour pouvoir créer, en fait, une nouvelle structure. C'est tout simplement ça. C'est toute une question de procédure. Mais après, pour chaque type de statut, il y a ses avantages et ses inconvénients. Et je crois que c'est en vous basant sur ça que vous pourrez faire votre choix final, en fait. Voilà, il ne faut pas trop vous mélanger, trop vouloir avoir ici une GIE, alors que forcément, vous n'avez pas plusieurs personnes qui participent à l'activité, etc. Voilà, tout dépendra vraiment de où est-ce que vous vous voyez et surtout l'activité. Est-ce que vous êtes le principal gérant ou bien vraiment il y a des personnes ou bien il y a des différentes parties prenantes qui viennent. Et sur cette base-là, savoir communiquer clairement sur vos ambitions, vos objectifs et voir sur quoi vous partez concrètement. Parce que dès qu'on parle de société, là, il y a des apports à faire, des apports en numéraire comme des apports en nature. Et voilà, donc c'est des investissements que vous allez faire pour pouvoir mettre en œuvre un capital social pour la naissance de cette structure-là. Donc, d'où l'importance de communiquer avec les différentes parties prenantes pour voir quelle est la meilleure alternative, bien la meilleure solution. Donc, aucun des statuts, tout type de statut juridique a ses avantages et ses inconvénients. Faites vos recherches ou bien rapprochez-vous de personnes qui peuvent vous donner plus d'informations sur ça. Nous, par exemple, nous avons une documentation vraiment poussée sur ça et sur cette base-là, vous pouvez faire votre choix. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Madame Bull. Moi aussi, hein, Yacine. Voilà, alors bonjour. Je vous remercie pour cette initiative que j'ai trouvée très intéressante. Ma première question, c'est que j'ai été interrompue tout à l'heure par le téléphone et je voudrais savoir si la formation que vous proposez est une formation virtuelle. Première question. Et deuxième question, alors j'ai eu la chance d'hériter avec mes frères de terre et nous n'avons aucune formation dans le domaine agricole. Jusqu'à présent, il y a des anacardiers sur le terrain, c'est quand même 100 hectares. Et nous avons l'intention de nous installer sur place et puis de développer des projets agricoles. Tout d'abord, des potagers communautaires pour le village et puis après nous lancer dans le domaine agricole, évidemment. Mais nous n'avons aucune formation et j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir des consultations, des conseils pour pouvoir être encadré, surtout. Encadré aussi bien du point de vue financier qu'après sur le terrain, etc. Voilà. Je vous remercie de votre attention. En tout cas, bravo à toutes. Hein. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour déjà d'avoir été là et pour les encouragements et pour les questions. Donc, nous, chez Agrimage, en fait, déjà pour la formation, c'est une formation en ligne, donc qui se fera courant du mois d'octobre. Donc, on enverra le questionnaire pour justement que vous puissiez vous inscrire. Donc, l'idée de cette formation-là, donc, c'est d'avoir les bases déjà. C'est, on va dire, c'est le premier pas dans l'entrepreneuriat agricole.
Donc, après cette formation-là, il y en aura d'autres. Et toujours, mais avec des thématiques beaucoup plus spécifiques. Donc, voilà, il y aura plusieurs thématiques. Donc, au fur et à mesure, on pourra partager sur l'évolution des formations, etc. Après, concernant votre projet, donc nous chez Agrimage, en fait, c'est vraiment, on est vraiment dans ce cadre-là. C'est-à-dire aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir accompagner tout type de porteur de projet. C'est-à-dire même une personne qui veut, je ne sais pas moi, installer une usine une usine de, je sais pas, de transformation de mangue séchée, ou bien une usine de jus de fruits, ou une personne qui veut juste faire de l'arboriculture, une personne qui veut faire la pisciculture. Voilà, c'est vraiment en fonction du choix du porteur de projet, on va l'accompagner, mais de bout en bout. C'est-à-dire, vous avez déjà la terre, elle n'est pas encore aménagée, on va vous accompagner dans l'aménagement. Vous n'avez pas encore de business plan, on va vous accompagner dans l'établissement du business plan, on va vous accompagner dans tout ce qui est analyse de sol, toutes les analyses nécessaires justement pour pouvoir faire votre choix le meilleur choix de spéculation. On va vous accompagner parce qu'il y a cette option de gestion pour compte de tiers. C'est-à-dire, on va mettre à votre disposition les ressources humaines qu'on va suivre. On va mettre à votre disposition, on va dire les ressources techniques. On va vous accompagner dans la production, dans la récolte et la commercialisation de vos produits. Donc, c'est vraiment, lorsqu'on parle de chaîne de valeur, c'est tout ça en fait. Ça va de la formation, l'accompagnement dans l'acquisition de la terre et tout le process de production et du coup le process de mise en place de l'entreprise agricole également. Donc c'est vraiment toute la chaîne. Donc si vous voulez, on pourra vous envoyer le questionnaire pour mieux cerner votre besoin, mieux cerner votre vision également et pouvoir vous faire une offre par rapport à ça. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On m'a interpellé tout à l'heure. La dernière question, c'est qui? Je ne vois pas la main levée. C'est qui? C'est moi. Oui. Bonjour, Racine. Moi, Yacine, ça va? Ça va très bien et toi? Bonjour tout le monde. J'ai suivi depuis le début, hein. Ah, merci beaucoup. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, vous avez touché le fond, quoi. Mais je voulais juste, peut-être, c'est une contribution. Uh-huh. Donc, concernant le foncier, en fait. Donc, je pense que vous n'avez pas abordé ce point-là. Et je pense que Mhm. c'est la clé voilà, d'une entreprise agricole, en fait. Parce que Mhm. pourquoi les banques ne financent pas? C'est pas parce que c'est la forme juridique ou quoi que ce soit. Les banques ne financent pas parce que, voilà, les entreprises agricoles n'ont pas d'actifs. Les fonciers, soit c'est de l'affectation, Mhm. soit c'est des délibérations. Donc, la banque n'a pas d'éléments à mettre en garantie, en fait. Donc, Mhm. c'est très compliqué cet aspect-là. Nous, en tout cas, bon, on est à l'échelle un peu industrielle. On Mhm. est, c'est en fait notre contrainte, en fait. C'est l'accès au financement et c'est parce qu'on n'a pas d'actifs. Donc, vous êtes obligé de trouver d'autres techniques, soit voilà, mettre des DAT, mettre des cautions sociales sur les dirigeants et tout ça, faire des lettres de confort. Mhm. Et tu es obligé de passer par ces gymnastiques-là parce qu'il n'y a pas de. Il y a un problème, c'est le foncier en fait. Il faut que, pour régler les problèmes de l'agriculture, il faut vraiment voilà, bosser sur le foncier. Il faut que l'État voilà, revoie les questions foncières et voilà, donc il y a cet aspect-là que je voulais, c'est juste voilà, une contribution. Et aussi sur la maîtrise des coûts, en fait. Pour moi, l'agriculture, c'est la maîtrise des coûts, hein. Il faut suivre le coût de production. Voilà. Et pour ça, il faut mettre en place une comptabilité analytique derrière voilà, pour surveiller les coûts de production. Après, sur l'aspect vente et tout ça, donc j'ai suivi Madame Senghor. Donc, elle a parlé un peu de l'aspect vente et c'est comme ça, parce que vous êtes tiré par le marché, il ne faut pas cultiver et aller chercher des clients. Donc, il faut d'abord avoir les clients et, voilà, et après cultiver en fait. Et si c'est en local, on a les problématiques de commercialisation. Là, c'est un autre problème
la politique étatique en termes de prévision commerciale. Et sur le marché international, sur le marché européen, vous êtes obligé de surveiller vos coûts de production parce que vous êtes en compétition avec d'autres pays. Donc, tout ça, c'est des aspects qu'il faut faire, des aspects de fond sur la comptabilité analytique. Donc, voilà. C'est juste une contribution que je voulais apporter. Et bravo, hein, c'était riche en enseignements. Voilà, j'ai appris beaucoup de Merci choses. beaucoup. En tout cas, Merci merci. beaucoup. Merci. Merci, merci, merci. Eh ben, écoute, tu soulèves un point essentiel, c'est la problématique du foncier. Je pense même qu'on fera un autre webinaire sur ça parce que l'accès au foncier, c'est vraiment une grosse problématique, une très, très grosse problématique. Surtout que aujourd'hui, quand on parle de terrain agricole, c'est généralement des délibérations parce que si c'était des titres fonciers ou bien des baux, ça allait être très, très, très difficile de pouvoir et les commercialiser et les acquérir parce que vu l'étendue enfin, les surfaces nécessaires justement pour pouvoir mettre en place son entreprise agricole, par exemple comme vous à grande envergure, le coût du mètre carré qui est aux alentours de 10 000 francs en fonction de la zone, si on devait le ramener à l'hectare, voilà, ça serait très, très compliqué. Donc, c'est vrai que c'est une problématique sur laquelle il faudrait pouvoir se poser, discuter, échanger et essayer de voir une solution pour pouvoir justement répondre à tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le partage d'informations. C'est vrai que la gestion des coûts, c'est quelque chose de primordial pour justement pouvoir, in fine, arriver à un bon résultat. Et vraiment, merci beaucoup. Et je note la question du foncier pour le prochain webinaire, Inch'Allah. Il le faut, hein, parce que je vois que les banquiers sont réticents à cause de ça. Bon, s'ils voient que vous êtes en location, ils ne vont pas vous prêter. Donc, les banques, c'est plus, voilà, ils vont faire une due sur ça, en fait, pour voir le foncier, à qui appartient le foncier. Est-ce que Ouais. vous avez respecté les délibérations? Est-ce que vous avez suivi la procédure et tout ça? Parce que ce que la banque cherche, c'est la pérennité de l'activité. S'ils voient que vous êtes en Exactement. location, ça veut dire que l'activité peut s'arrêter à tout moment. À tout moment, Il y a cette effectivement. réticence des banquiers, donc il faut régler ce problème de foncier, en fait, voilà, pour régler carrément les trucs d'agriculture, en fait. Parce que Exactement. nous, dans notre secteur, on voit des sociétés qui sont en faillite à cause de ça. Voilà. Moi, j'ai déjà échangé avec une banquière qui m'a dit que la banque agricole a été créée justement parce que les banques avaient cette aversion au risque agricole. Donc, ce n'était pas que pour le foncier, hein, même pour la production. Ils se disent que on n'est pas à l'abri d'une catastrophe naturelle, donc ils préfèrent ne pas trop investir. Donc, on va dire que même la problématique du financement, ça sera, c'est un point à approfondir en fait. Et je pense que ça sera lors d'un prochain échange parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et si même il y a des banquiers qui veulent intervenir, on pourra même le faire. Mais voilà. Donc, il y a une nouvelle main qui se lève. Oui, Zakaria Diallo, merci beaucoup encore, Racine. Désolé, hein, je sais que c'était la dernière question, mais j'ai pas eu la chance de suivre toute la présentation. J'étais pris par d'autres urgences. Je voulais juste une question simple. Est-ce que je pourrais avoir l'enregistrement à la fin de ce call-là pour après l'écouter tranquillement? Même si moi, de mon Oui, côté, je veux démarrer, bon, j'ai démarré l'agriculture, mais pas d'une manière très professionnelle et je veux tendre vers de la professionnalisation par la suite. C'est pour ça que je cherche des informations à gauche, à droite. Donc, c'était juste ok, pour savoir d'accord. si je pourrais avoir l'enregistrement et si je pourrais vous contacter par la suite. Oui, bien sûr. Alors, Anna, je ne sais pas si tu es là. Est-ce que tu peux mettre les contacts de Agrimage? Et pour l'enregistrement, on a enregistré toute
toute la séance. Donc, on va partager ça sur les réseaux sociaux et on est même en train de penser à créer peut-être une page YouTube où on mettra les différents webinaires pour que, au besoin, que les gens puissent directement aller se connecter et qu'ils puissent avoir les réponses directement. Donc, voilà, pour répondre un peu à la question. Et puis, Merci en oui, tout cas. merci à vous. Merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'à la fin. Bon, on a un peu, on va dire, dépassé de 36 minutes, mais bon, c'était pour la bonne cause. Et donc, si vous avez des questions ou bien si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous envoyer également les pages LinkedIn ou Instagram des panélistes pour si vous voulez rentrer en contact directement avec elles. Merci beaucoup à toutes d'avoir donné de votre temps pour partager de toutes les connaissances que vous avez. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Je ne sais pas les autres, mais c'était très, très, très riche, très, très intéressant. Et puis, ça nous permet au moins d'avoir une base, justement, pour pouvoir corriger ce qui est déjà en cours et savoir comment, on va dire, fonctionner pour la suite. Comment mettre en place des bons process, que ce soit RH, que ce soit financier, que ce soit dans la vente, le packaging, la commercialisation, quand planifier la commercialisation, et puis la création même de l'entreprise, l'importance de la formalisation dans la création de l'entreprise. Merci beaucoup à tous et à toutes et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt, Inch'Allah. Bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, Allez, merci, bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir. allez, bye.